Quel profil pour les prochains collaborateurs du chef de l'État? Qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre des députés nationaux? Une femme peut-elle jouer le rôle d'un formateur en vue de la coalition majoritaire? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Grace Lula, coordonnatrice ad intérim de CAFCO. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22. On se retrouve pour un nouveau numéro du débat au féminin. Bienvenue à tous, vous tous qui avez pris l'habitude de suivre le magazine qui donne la parole à la femme sur Top Congo FM. Quel profil pour les prochains collaborateurs du chef de l'État? Par collaborateurs, nous entendons les membres du gouvernement, les membres du cabinet du chef de l'État. Est-ce qu'il doit reconduire ceux qui sont là? Est-ce qu'il doit changer? Et si on doit changer, à quels critères ils doivent répondre? On parlera également de la rentrée parlementaire, la session extraordinaire en cours à l'Assemblée nationale. On va également parler de la femme, la participation de la femme aux dernières élections et aux élections à venir. On va débattre autour de tous ces sujets avec Madame Grace Lula. Elle est coordonnatrice intérimaire du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle. Bonjour Madame et bienvenue dans ce studio. Bonjour. Alors, Madame, l'actualité reste dominée par la session extraordinaire au niveau de l'Assemblée nationale. On a vu les femmes se battre avant l'organisation des élections pour qu'elles puissent y envoyer un plus grand nombre de femmes pour qu'elles puissent porter plus haut la voix des femmes, mais également le combat de toute la population congolaise. À ce jour, est-ce que vous êtes satisfaite du nombre de femmes à l'Assemblée nationale? Merci pour la question. Si je disais que je suis satisfaite, je serais en train de mentir. Et c'est un arrière-goût amer que nous avons toutes en tant que femmes, en tant qu'organisation des femmes, en tant que plateforme de femmes. Même certaines organisations qui sont conduites par les hommes, mais qui accompagnent la lutte de femmes, on a un arrière-goût amer. C'est quand même une 4e dispensation électorale. Après 2006, 2011, 2018, nous voilà en 2023-24 dans le processus électoral pour lequel les gens se sont vraiment mobilisés et le résultat est assez maigre. Ce n'est pas ce que les femmes attendaient. C'est vrai, si nous comparons 2018 par rapport au pourcentage de candidatures qui étaient acceptées, les candidatures féminines évidemment, en 2018 c'était 11, quelque chose, mais en 2018, le taux de candidatures qui ont été acceptées pour les femmes, c'est 17%. Et là, on s'était un tout petit peu réjoui. Mais après le scrutin combiné du 20 décembre 2023, c'est au finish 61 femmes élues députées nationales. En attendant les décisions de la Cour. En attendant les décisions, en fait, en attendant qu'on publie vraiment les résultats définitifs. Les résultats définitifs, parce que ça, c'est encore provisoire. Sur 477 députés, vous n'avez que 61 femmes. C'est moins de 10%? Aux alentours de 12%. Aux alentours de 12%. Aux alentours de 12%. Bon, avec ce combat que nous menons depuis toujours pour qu'on arrive au moins à 30%, parce que la RDC a souscrit au document, a souscrit en tout cas au texte sur le plan de la sous-région, les chefs d'État et des gouvernements
de la SADC ont signé des documents pour que dans les institutions, pour qu'au niveau de la participation politique, on arrive au moins à 30%. Nous ne demandons même pas 50% qui sont pourtant transcrits clairement dans la loi fondamentale, dans la Constitution. Mais nous peinons à arriver à 20%. Là, on est à 12%. Pour une 4e dispensation électorale, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits, mais je ne vais pas aussi me morfondre pour dire nous avons totalement échoué. Un petit pas a été fait pour que, malgré toutes les difficultés qu'il y avait pour que les femmes se retrouvent sur les listes de candidatures, mais au moins 17% des candidatures de femmes ont été acceptées. Mais au niveau de la députation provinciale, sur 688 députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national, vous n'avez que 66 femmes élues. Et aussi dans quelques provinces, plus ou moins 5 provinces, dont le Maniema par exemple, aucune femme élue comme députée provinciale. Est-ce pour dire qu'il n'y a pas de femmes? Il n'y a pas de femmes compétentes, il n'y a pas de femmes qui vaillent la peine d'être élues, il n'y a pas de femmes qui peuvent être impliquées dans les instances de prise de décision. Moi, je me dis que c'est une régression parce que quand on regarde autour de nous en Afrique, les choses sont en train de changer. Le siècle est en train d'écrire une histoire du genre. Cette élection nous a donné beaucoup d'espoir. Quand on écoutait l'organe de gestion des élections, la CENI, dire que ça doit être des élections inclusives, que la femme se retrouve, que la jeunesse se retrouve, que les personnes vivant avec handicap, en fait, les personnes vulnérables se retrouvent, mais au finish, quand nous devons aller jeter un coup d'œil dans la corbeille, on dirait plus ou moins comme un vote censitaire. Il n'y a que le gros poisson, il n'y a que ceux dont les noms sont connus, il n'y a que de grandes formations politiques, de grands regroupements politiques. Donc, on ferme les yeux même sur les générations qui montent et qui ont aussi un discours, qui ont aussi des idées, qui peuvent aussi amener un nouveau sang et de l'innovation. Non, on fait le surplace. Donc, pour émerger en politique ou espérer siéger dans les institutions, il faut impérativement être dans un regroupement politique. En tout cas, c'est ce que l'histoire électorale de la RDC, malheureusement, est en train de... Les indépendants, la société civile n'ont pas de chance. En 2006, c'était notre première expérience électorale après des longues périodes de transition et de guerre. Après le pacte républicain de Sun City, on a dit plus jamais accéder au pouvoir par les armes, ou se maintenir au pouvoir par les armes. On a commencé la série des élections à l'époque avec Malou Malou. J'étais encore à la CEI, à la plénière. Cette élection-là, les indépendants, ils étaient nombreux. Les acteurs de la société civile, les acteurs sociaux au niveau de la base, ils étaient nombreux qui ont postulé et qui ont été élus. Et depuis ce temps-là, les partis politiques, les gourous des partis politiques ont compris que si on laissait cette porte-là ouverte, beaucoup de partis se seraient vidés, se verraient vidés. Et beaucoup de gens de la société civile prendraient en fait la destinée de la politique chez nous et ils ont verrouillé. Depuis qu'ils ont verrouillé... Est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui, vous pensez que ceux qui estiment qu'il faudrait revoir cette loi électorale pour ouvrir également les portes aux indépendants, parce que plusieurs indépendants se plaignent, d'autres disent même qu'ils ne retrouvent pas leur nom sur les listes publiées sur le site de la CENI parce qu'ils auraient voulu savoir combien ils ont réalisé pour s'auto-évaluer. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont en train de se mettre ensemble pour demander la révision de la loi électorale, mais surtout qu'on puisse ôter cette condition du seuil, ont raison de le demander? Moi, je les appuie totalement. Je suis de ceux-là qui pensent qu'après 2011-2018,
les résultats que nous avons eus et le travail rendu par nos élus, il y a lieu en tout cas d'ouvrir. Le pays nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas seulement à ceux qui sont dans la politique active. Parce que moi, je dis la société civile, et les acteurs de la société civile, les acteurs au niveau local, au niveau de la base, c'est une pépinière pour la politique. Pour travailler en politique, il ne faut pas nécessairement être dans un parti politique, mais en RDC, on a fait de ça comme une condition sine qua non. Vous êtes dans le parti politique, dans le regroupement, oui, vous êtes en dehors, vous vous voyez obligé d'adhérer dans un de partis, dans un de regroupements. Et moi, je pense que ça, c'est suicidaire parce que nous sommes en train de nous amputer de bonnes idées, nous sommes en train de nous amputer de personnes qui pouvaient amener un discours autre, changer le paradigme par rapport à comment nous sommes en train de gérer la politique chez nous. On est en train de faire, de marcher une marche à reculons. Moi, je pense qu'on doit ouvrir cela lors des évaluations après ces élections et lors de la révision de la législation électorale, pendant la période où on doit vraiment tout revisiter. La discussion commence déjà en amont maintenant, mais au moment venu, il faut que dans les réformes électorales, on prenne en charge cette question. Le pays n'appartient pas que à ceux qui sont en politique. Sinon, alors, on les laisserait faire les élections eux-mêmes. Est-ce que ils doivent faire avec tout le monde. Vous avez l'impression, madame, qu'avec le seuil comme condition pour être élu, les politiques prennent le pays en otage, prennent la classe politique en otage? Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, en 2006, il n'y avait pas tous ces différents seuils, mais au fur et à mesure, donc à chaque cycle électoral, on essaie de coincer davantage. Donc, chaque fois qu'on voit qu'il y a une possibilité pour d'autres personnes d'émerger en politique, les gourous se réunissent pour dire non, non, il faut qu'on ferme. Je donne juste un exemple. À la fin des élections du cycle électoral 2018, la société civile et même des ténors de l'opposition ont travaillé dur, presque pendant toute une année, pour les réformes électorales qui nous ont conduits à la rédaction du référentiel qui devait orienter les élections que nous venons d'avoir. En fait, la première vague, le 20 décembre, le scrutin combiné. Mais malheureusement, nous réfléchissons, mais ce n'est pas nous qui avons la décision. Quand c'est arrivé à l'Assemblée nationale, ils ont fait le tri. Ce qui les arrangeait, ils ont gardé. Ce qu'ils considéraient comme étant des choses qui pouvaient les mettre en difficulté, ils ont élagué ça. On avait par exemple demandé dans ce référentiel que quelqu'un qui postule son second ne peut pas être un membre de sa famille. Son suppléant ne peut pas être sa femme, son fils, sa fille. Mais ils ont refusé. On avait élagué le fait que dans les campagnes électorales, on amène de l'argent, qu'on amène de biens. Ça devait être des discours. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce genre? Quel est votre plan d'action? Quel est votre projet de société? Qu'est-ce que vous allez faire pour les jeunes, pour les femmes? Qu'est-ce que vous amenez comme discours pour que les gens se retrouvent dedans, qu'ils voient que leurs problèmes sont pris en charge par votre programme? Ils ont refusé. Beaucoup de choses qui ont été avancées, ça a été élagué. Et comment nous pouvons construire un pays avec des gens qui veulent prendre tout le monde en otage et qui veulent rester au pouvoir éternellement? Quand lui quitte, c'est son fils ou c'est sa fille, c'est son épouse. Le pays appartient à tout le monde et tout le monde doit aspirer au bien-être. Et est-ce qu'avec ça, on peut parler du changement de la classe politique? Vous savez, CAFCO, vous l'avez dit quand vous me présentiez ici, je suis du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. Nous étions en train d'accompagner les femmes candidates à partir de formation d'abord,
pour qu'elles aient un profil qui leur permet, en tout cas, d'être compétitives sur terrain en face des autres candidats. On les a coachées, mais nous avons accompagné leur candidature avec des séances de sensibilisation au niveau de la base pour les femmes, les jeunes, et le message était voter utile, voter femme, voter jeune, parce qu'on se disait il faut que la configuration de la politique congolaise change quand même. C'est un visage trop masculin que la politique congolaise, en tout cas, donne au monde. C'est un visage assez vieux, pas assez de jeunes. Et on disait voter jeune, voter femme, pour qu'on ait, au niveau de nos assemblées provinciales, même au niveau national, pourquoi pas, en tout cas, un changement. Pas seulement un changement de visage, mais aussi de discours, qu'on vienne avec des idées nouvelles. Mais eux aussi se sont préparés en conséquence. Et nous connaissons la suite. L'Assemblée nationale est en train déjà de travailler. Le bureau d'âge a été installé. Et ce bureau d'âge a plusieurs missions, notamment travailler sur la validation des mandats, ce qui s'est fait à la plénière de vendredi, mais également préparer l'élection du bureau définitif, rédiger le règlement d'ordre intérieur et tout ça. Tout à fait. Et qu'est-ce que la population finalement attend de ces élus? Lors de son discours, le président de l'Assemblée nationale, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, a appelé les élus à tout mettre en œuvre pour accompagner le chef de l'État à réaliser les objectifs qui s'est assigné à améliorer le social du Congolais. Est-ce que cette Assemblée nationale sera en mesure de rendre au peuple ce que le peuple attend d'elle? Une très bonne question, oui. La rentrée parlementaire, nous l'avons suivie tous. C'est vrai, ils sont encore à une étape d'installation. Nous, on les observe aussi. Mais d'emblée, le bureau d'âge, c'est vrai. J'ai parlé ici du siècle qui écrit son histoire au genre. Déjà, le bureau d'âge n'est pas genré. C'est 3 hommes, aucune femme. Et qu'en sera-t-il du bureau définitif? On ne sait pas. Est-ce que 1, 2 femmes pourront être élues pour se retrouver aussi dans le bureau définitif? C'est la grande question. Mais nous, on tire déjà la sonnette d'alarme pour dire déjà, elles ne sont pas nombreuses. C'est 61 femmes en face de leurs collègues hommes. Sur 477, c'est seulement 61 femmes. Et nous nous disons, ce bureau-là qui doit conduire l'Assemblée nationale, la femme doit aussi trouver sa place. Sinon, alors, c'est comme si nous sommes en train de vouloir, en RDC, écarter totalement la femme, que l'homme reste seul aux affaires. Il est resté seul pendant des années et nous sommes là où nous nous trouvons. Qu'est-ce que nous attendons de ces élus? C'est vrai, parmi eux, il y en a qui sont des anciens, qui sont revenus, qui étaient déjà aux affaires comme députés, mais il y en a qui étaient au niveau de l'exécutif, qui étaient des ministres, qui se retrouvent maintenant à l'Assemblée nationale, députés. On les appelle les représentants du peuple. S'ils sont des représentants du peuple, ils doivent réellement prendre en charge nos soucis en tant que peuple, nos problèmes en tant que peuple. Ils vont légiférer pour que nous ayons réellement des bonnes lois qui résolvent des problèmes que nous avons au quotidien. Nous attendons qu'ils puissent réellement contrôler l'exécutif, qu'il ne soit pas une caisse de résonance, qu'il ne soit pas là pour dire oui, oui, qu'il ne soit pas là pour simplement applaudir. Nous voulons qu'ils aient un mandat qui soit percutant, qui change quand même le narratif. Les députés, on les appelle les honorables. Nous voulons qu'ils méritent
ce titre-là, honorable, qui est en train d'être érodé. Les comportements, les attitudes, les dires même. Quand vous êtes honorable, vous soignez même votre langage. Nous espérons que l'ancienne classe ne va pas entraîner les nouveaux qui entrent dans la danse pour qu'eux aussi, tout en étant honorables, se déshonorent. Nous avons besoin qu'ils nous rendent, en tout cas, un travail de qualité et qu'ils travaillent en toute indépendance. C'est vrai, on était en train de parler déjà ici de la difficulté d'être indépendant. Et quand on est dans un parti politique, dans un regroupement politique, même vos pensées, vos idées sont contrôlées. Vous sortez un peu de l'orbite, on vous remet à l'ordre. Mais est-ce que nous sommes là pour représenter le numéro 1 de notre parti politique, de notre regroupement politique, ou est-ce que nous sommes là pour représenter notre circonscription électorale? Il y a des gens qui ont mis leur confiance en vous. Vous allez travailler pour rendre un bon service à la nation pour que ces gens-là se disent « c'est pas pour rien qu'on l'avait envoyé à l'hémicycle ». Et les femmes, parce que lors des législatures passées, la voix de la femme n'a pas souvent été entendue. On n'a pas vu beaucoup de femmes intervenir. Les femmes étaient là juste pour participer à la limite au vote. Pas beaucoup d'initiatives venues des femmes, pas beaucoup d'interventions des femmes. Est-ce qu'on peut s'attendre à des femmes plus actives, plus dynamiques? C'est très important. Déjà, elles ne sont pas nombreuses. Elles doivent se démarquer. Elles doivent, dans la façon de travailler, démontrer aux hommes, démontrer à la communauté congolaise qu'elle avait tort de ne pas avoir confiance en la femme. Je crois que pour celles qui ont déjà travaillé comme ministres, qui étaient déjà députés, il y a quelques visages, il y a quelques noms que nous pouvons citer où les hommes se disent, si je peux avoir une femme, si je peux avoir ma fille, mon enfant comme cette dame-là, ça vaut la peine. Et nous avons besoin que ces femmes-là se démarquent parce qu'elles nous représentent, nous toutes les autres femmes qui sont en dehors. Et comme chaque fois, les politiques disent qu'il n'y a pas de femmes compétentes, il ne faut pas qu'elles donnent raison à ces femmes-là, à ces hommes-là pour dire, mais elle est là à l'hémicycle toute une année, 2 ans, elle n'a jamais 5 ans. Pris la parole, elle termine son mandat, 5 ans, elle ne s'est jamais levée pour parler. Nous, on n'a pas besoin de femmes qui vont là pour fleurir. Il y a aussi des hommes comme ça. Les hommes aussi, il y en a. Il y en a. Mais comme nous sommes en train de parler de femmes, je voudrais d'abord rester sur les femmes. Nous avons besoin qu'elles sachent qu'elles sont des ambassadrices. Qu'elles sont là pour démontrer que la femme a quelque chose dans sa tête, que la femme a un apport, que la femme a de l'intelligence et que la femme, ce n'est pas pour rien qu'on est en train de mener le combat du genre, de l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Il faut qu'elles sortent de, comment dirais-je moi, de la distraction. Qu'elles sortent de la distraction, qu'elles se mettent vraiment au travail. Mais au même moment qu'elles ne coupent pas le cordon ombilical avec les autres femmes qui ne sont pas à l'hémicycle. Parce que c'est quand nous sommes ensemble, quand nous travaillons en synergie, que nous sommes plus fortes. Parce que même en étant en dehors, nous pouvons leur passer de messages. Nous pouvons leur donner des idées. Ce n'est pas que parce qu'on est à l'Assemblée nationale, on a des connaissances encyclopédiques. Il faut avoir des arrière-gardes suffisamment fortes qui travaillent aussi pour vous soutenir. Or, souvent, il y a aussi cette difficulté pour nous que chaque fois que la femme avance, elle oublie celles qui sont derrière. Mais quand tu oublies celles qui sont derrière, c'est comme si tu te coupes avec la fondation. C'est comme une maison, quand elle n'a pas de fondation, elle s'écroule facilement. Donc nous avons besoin qu'un travail synergique soit construit, qu'un travail synergique se réalise entre elle et nous,
qu'elle se démarque, qu'elle change l'histoire, qu'elle change le discours, que les hommes et le commun du mortel ne disent pas. Non, non, elles sont là pour leurs émoluments. Madame, quel doit être le profil des prochains collaborateurs du chef de l'État? Par là, nous voyons le gouvernement, nous voyons les collaborateurs directs du chef de l'État, ses conseillers, tous ceux-là qui vont l'aider à accomplir les tâches qui lui reviennent, ceux-là qui vont l'aider à réaliser les 6 objectifs qui s'est fixé pour son second mandat. Quel doit être le profil de ceux qui doivent travailler avec lui? Commençons déjà par celle ou celui qui sera désigné comme informateur. Pour vous répondre à cette question, je reviens sur une lamentation ou jérémiade, je dirais, que l'ex-président Joseph Kabila avait dit une fois que si j'avais 7 ou 10, je ne sais pas, personnes autour de moi, je ferais mieux. Le leadership, on ne le construit pas seul. C'est vrai, nous avons élu un chef de l'État qui va nous conduire pendant les 5 années à venir, mais ce n'est pas seul qu'il va travailler. Il doit travailler avec les collaborateurs que vous venez de citer. Et ces collaborateurs-là, moi je dis par rapport au profil, il y a d'abord le fait qu'ils soient intègres. L'intégrité, la probité morale, c'est très très important. Mais c'est aussi de gens qui doivent avoir le souci de ce pays, les soucis des Congolais, de gens qui travaillent pour l'intérêt communautaire et non pas pour lui-même, et non pas pour sa propre famille biologique ou simplement pour sa famille politique. C'est des gens qui doivent avoir une vision assez élargie de ce que c'est que le Congo et de ce que c'est que les Congolais. Mais aussi, c'est des gens qui doivent avoir un souci d'un travail bien fait. Pour que le chef réussisse sa force, il tire ça de tous ceux qui sont autour de lui. Mais si ceux qui sont autour de lui n'y vont que pour leur argent, n'y vont que pour leur prestige, il n'y a personne qui se donne à cœur joie sur la besogne et les mêmes causes produiront le même effet. Ça doit être aussi de gens qui partagent la vision du chef de l'État. C'est lui le visionnaire. Mais cette vision, il partage ça avec ceux qui sont tout autour de lui. Et ceux qui sont autour de lui doivent prendre en charge cette vision-là, c'est-à-dire l'intérioriser, capitaliser cela, s'approprier. L'idée vient du chef de l'État, mais c'est eux qui mettent ça en œuvre. Ils doivent totalement s'approprier de la vision du chef de l'État. Et c'est des gens qui doivent un peu, comment dirais-je, éviter trop de matuvisme, comme de vedettes. Nous n'attendons pas d'eux le védétariat, mais nous attendons d'eux un travail bien fait. Nous attendons d'eux de s'impliquer pour que les 5 prochaines années consolident les acquis du premier mandat, mais que ça nous amène aussi des innovations, de changements, des ouvertures, que le pays redémarre enfin. Que ce soit au niveau de ceux qui seront dans l'équipe gouvernementale, que ce soit ceux dont nous venons de parler au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Chambre haute, s'ils travaillent à contre-courant, ils auront fait faire fausse route au chef de l'État. Qu'est-ce qui devra guider le choix, par exemple, des ministres selon les portefeuilles qui leur seront confiés? Parce qu'on a eu à voir des juristes à l'agriculture, on a vu des techniciens se retrouver ailleurs. Qu'est-ce qui doit finalement guider le choix? Est-ce que les chefs des regroupements, les chefs des partis qui seront identifiés dans la majorité, sur base de quels critères ils doivent faire des propositions, des noms au chef de l'État pour ceux-là qui doivent être
au gouvernement? Est-ce qu'on ne doit pas placer des techniciens là où il faut, chacun selon ses compétences, ou on va placer des gens et on doit continuer à placer des gens selon les partages politiques? C'est tout ça la grande difficulté en RDC. Il faut placer, vous l'avez dit, l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon, alors, on fait du surplace ou on marche à reculons. Il faut des technocrates. On ne va pas prendre n'importe qui pour le mettre ou le placer n'importe où. Or, malheureusement, au niveau des regroupements politiques, au niveau de partis politiques, quand on attend qu'ils avancent de nom, ils regardent juste leurs affinités, des amis, des connaissances, des copines, etc., sans s'attarder sur le prérequis de la personne, le background de la personne. Les études, c'est vrai, nous avons tous fait des études, mais nous ne sommes pas tous aptes à n'importe quel travail qu'on peut te confier. Et c'est là où, moi j'ai dit, peut-être que le fait qu'il faut nécessairement prendre dans le regroupement ou dans le parti politique, nous mettons la corde au cou du chef de l'État. Je me rappelle que le gouvernement Samalukonde 1, avant qu'il ne soit publié, nous avons attendu presque 2 mois. La liste a fait de va-et-vient entre les regroupements politiques, les chefs de partis politiques et la table du chef de l'État, simplement parce que le chef de l'État voulait voir des femmes sur la liste et eux, ils disaient qu'il n'y avait pas de femmes. Une vision sectaire. Ils ne veulent pas sortir. Mais moi, je sais que, bon, il y a aussi le fait que le chef de l'État peut aller au-delà des partis politiques. On ne peut pas prendre dans l'administration, il n'y a pas des gens outillés pour le faire. Est-ce que, je ne sais pas, bon, on est là dans la logique de la majorité, le gouvernement doit provenir de la majorité. On parle de la relance de l'agriculture, par exemple. Comment on va relancer l'agriculture quand, au niveau de ce ministère-là, on place quelqu'un qui n'y connaît rien? Comment on va parler changement dans tel ou tel autre domaine, développement, quand les personnes qui sont placées là se retrouvent comme un cheveu dans la soupe et puis voilà? Moi, je pense que le chef de l'État n'a pas totalement le main lié pour n'attendre que c'est que les regroupements politiques ou les partis politiques, je ne sais pas moi, la majorité lui donnera s'il veut réussir. S'il veut que ce deuxième mandat soit différent du premier mandat, s'il veut vraiment que la RDC redémarre, s'il veut vraiment qu'il y ait un déclic sur le plan du développement. Pendant sa campagne, les gens ont beaucoup martelé le fait que cette fois-ci, occupe-toi aussi du social. Cette fois-ci, apporte le sourire aux lèvres des Congolais. Alors s'il doit avoir pieds et mains liés, parce qu'il ne faut prendre que dans le regroupement, dans le parti politique, il se met lui-même la corde au cou. Mais et les gens que l'on prend, des gens que l'on prend aujourd'hui, au bout de 3-4 mois, c'est des immeubles qui sont construits, c'est des familles qu'on déplace de la RDC pour l'étranger. C'est le tape à l'œil qu'on voit très vite, le changement est très vite arrivé dans la famille, dans l'entourage de celui qui est nommé, au lieu que ce soit le pays qui connaisse ce changement. Est-ce qu'on doit encore revivre ce genre de collaborateurs auprès du chef de l'État? Vous avez suivi avec nous l'investiture, vous avez suivi ceux qui ont prié le jour de l'investiture. C'était quoi le contenu de leur prière? Le président lui-même a dit qu'il s'inspire des erreurs du passé pour corriger. Qu'est-ce qu'il doit corriger? Si vous devez en quelques mots essayer d'évaluer un peu ceux qu'ont été, ceux qui ont travaillé avec lui, ce que la population a pensé d'eux, ce que la population dit de ces personnes, est-ce qu'il doit s'en séparer? Est-ce qu'il doit continuer avec eux? Vous avez tout dit. Moi, je pense que on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises équipes, de mauvaises troupes. C'est le chef.
c'est la tête qu'on voit. En fait, quand on réussit, tout le monde applaudit, nous avons tous réussi. Mais quand c'est un échec, c'est sur le chef qu'on jette des œufs pourris. C'est lui qui n'a pas été à la hauteur. C'est lui qui a un leadership faible. Mais celui peut-être aussi qui a mal choisi ses collaborateurs. Et justement, comme il a dit dans son discours que les erreurs du passé, il faut les corriger, moi je pense qu'il a une certaine marge de manœuvre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il a le concept ou le terme m'échappe, discrétionnaire. Pouvoir discrétionnaire. Le pouvoir discrétionnaire. Je crois que dans son pouvoir discrétionnaire, il peut aller au-delà des regroupements politiques, au-delà de partis politiques. Regardez dans la société, regardez dans l'administration, c'est plein de technocrates qui ont fait des années et des années, qui ont des CV très, très éloquents, qui sont compétents. Quand ils peuvent voyager pour aller en dehors du pays, dans des sessions, dans des formations avec des pays étrangers, on dit, mais ce n'est pas possible, mais vous avez des gens compétents, mais sur place, ils ne sont pas mis à leur place, en fait, mal utilisés. Moi, je crois que l'heure est venue, l'heure a sonné pour que le chef de l'État se débarrasse de ces pesanteurs-là, de connaissances, des amitiés. L'heure n'est plus aux amitiés ni aux connaissances parce que c'est son deuxième mandat qui doit, en tout cas, marquer les esprits. Marquer les esprits qui doivent. Parce qu'il n'aura plus la possibilité de revenir. Je ne voudrais pas reprendre les termes de l'époque Kabila, on disait Sisabidimbu. Il doit vraiment faire le point et laisser des traces. Se choisir un bon Premier ministre, se choisir des ministres qui seront vraiment des bosseurs, des personnes qui vont remettre de l'ordre partout où il faut. J'avais dit que l'heure n'est plus au végétariat. Beaucoup étaient des vedettes qu'on pouvait voir même dans des boîtes de nuit, qu'on pouvait voir se chamailler, qu'on pouvait voir se battre. L'honorabilité de leur fonction, ils ont foulé ça aux pieds et c'est le moment de redorer le blason. Et là, dans son pouvoir discrétionnaire, le chef de l'État doit en tout cas s'entourer des hommes et des femmes qui vont l'aider à réussir ce mandat et à redonner la joie au peuple congolais, mais aussi à changer le narratif. Comment on nous regarde ailleurs? Qu'est-ce qu'on dit du Congo en dehors de nos propres frontières? Un grand pays avec beaucoup de potentiel, avec plein d'intellectuels, de professeurs d'université, de gens avec des CV très éloquents, mais qui sont incapables de remettre leur pays sur le rail. Mais ce discours-là va se coller à nous jusque quand? Moi, je pense que le moment est venu pour que le chef de l'État fasse un arrêt, un stop, pour refaire les choses autrement, faire les choses proprement, faire les choses avec professionnalisme. Si on avait été un peu amateur avant l'heure est venue d'être professionnel dans tout ce qu'on fera, en commençant par le choix de ceux qui vont l'accompagner dans ce deuxième mandat, à tous les niveaux. On a un gouvernement de près de 60 ministres. Est-ce que le gouvernement doit garder la même taille ou il y a ces ministères qu'on doit refusionner pour plus d'efficacité, madame? On a fait et refait cet exercice plusieurs fois. On le réduit et puis après, on élargit de nouveau. C'est pas pour satisfaire aux exigences politiques. Voilà, tout ça pour satisfaire aux exigences politiques et on ignore le petit peuple. Le peuple ne se retrouve pas dans tout cela. Et les caisses de l'État se vident, on saigne à blanc. Et on parle toujours de dépassement, on est incapable maintenant de faire le travail qu'il fallait faire pour que tout le monde se sente à l'aise, se dise « j'ai pas besoin de quitter mon pays pour aller me trouver
un petit boulot, un petit job en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas un grand gouvernement aux dimensions du pays? Moi, je pense que la dimension du pays n'a rien à voir avec la taille du gouvernement. De gens qui ont la tête sur leurs épaules, qui ont les soucis de ce pays, qui sont technocrates, en petit nombre, feront très bien le travail. On n'a pas besoin d'un gouvernement avec 60 ministres. Ça, c'est simplement pour satisfaire la ribambelle de partis politiques que nous avons et des regroupements politiques que nous avons. Mais ça nous avance à quoi sur le plan du développement? Mais est-ce que ce gouvernement sortant a changé quelque chose dans le vécu du Congolais? Bon, c'est mitigé. Il y en a qui se sont démarqués, qui ont fait un bon travail. Il y en a qui ont piétiné. Il y en a qu'on n'a même pas senti. Donc, dans l'ensemble, c'est pas, on ne va pas leur donner une cote mauvaise, une cote médiocre. Bon, ils ont travaillé assez bien. Ils ont assez bien travaillé. Mais ce n'est pas. Est-ce qu'il y en a qui méritent quand même d'être reconduits, parce qu'on voit les gens en train de... Il y en a beaucoup qui ont été envoyés à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on doit puiser encore ces membres du gouvernement au sein du Parlement, ou on doit laisser ceux qui ont été élus pour parler au nom du peuple, travailler au Parlement et chercher les ministres ailleurs? Oui, ça ce serait en fait le souhait de tout le monde, mais en définitive, c'est le chef qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui sait avec qui il veut aller, qui peut lui apporter vraiment une main forte, le secours, qui peut porter sa vision et l'implémenter. Et qui sont ceux, s'ils sont choisis comme ses collaborateurs, travailleront avec lui comme un seul corps et non pas en ordre dispersé, chacun faisant ce qu'il veut, attendant seulement son argent pour après se construire des châteaux à gauche, à droite. Est-ce qu'il faut reconduire ceux qui étaient là? Oui et non. Vous savez, la difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que quand quelqu'un entre dans un service, soit-il un gouvernement, il veut nécessairement recommencer totalement à zéro, même de bons projets, même un bon élan que son prédécesseur avait laissé. Il met de côté, il recommence. Nous sommes toujours dans un perpétuel recommencement. Pourtant, ce que l'autre a fait jusque-là, c'est de l'argent que ça a coûté. Il a aussi formé du personnel. Pourquoi ne pas bâtir? Pourquoi ne pas consolider? Bon, il y en a qui se sont démarqués dans le travail qu'ils ont fait. S'ils pensent qu'ils peuvent être reconduits, moi, je ne vois pas d'inconvénient, mais reconduire 5, 6, 7, 10 de l'ancienne équipe, moi, je dis, c'est se remettre la corde au cou. Bon, toute loi souffre d'exception. On ne peut pas dire que tous, ils sont allés à l'Assemblée et qu'ils restent là, ils sont mauvais. Il y en a qu'on peut repêcher, qui ont laissé une bonne impression, qui ont fait un travail éloquent pour qu'ils le consolident, de sorte que ceux qui viendront après ne viennent pas complètement tout abandonner. Bon, on les a envoyés à l'Assemblée. Non, personne ne les a envoyés à l'Assemblée. Ils sont en train de chercher la survie politique. Ils étaient à la fin de leur mandat et ils savent que la seule façon pour eux, c'est d'abord de se trouver une place au niveau de l'Assemblée nationale comme députés pour attendre s'ils peuvent être repêchés là où ils sont pour aller au ministère. Donc, ils sont allés d'eux-mêmes, personne ne les a envoyés. On nous fait signe qu'on doit déjà chuter, madame. Si on doit revenir sur les femmes, les candidats dont les suffrages ont été annulés par la CENI, parmi ces personnes, on a compté des femmes. Vous défendez, vous vous battez pour la femme, pour que la femme puisse aller de l'avant, pour qu'elle soit plus représentative. Qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir des femmes sur ces listes? Des invalidés. Oui. Les listes des invalidés. Des personnes dont les suffrages ont été annulés, parce que quand on voit la femme, souvent la femme incarne
la sincérité, l'honnêteté, oui, les vertus, la droiture, les valeurs, mais que l'on retrouve des femmes accusées de tricherie, accusées de fraude. C'est vrai que ça fait mal, parce que c'est quand même un peu la honte sur nous en tant que femmes, mais faut-il aussi qu'on sache si ce dont elles sont accusées est vrai. La présomption d'innocence existe partout. Bon, on leur a donné le temps pour aller en contentieux. Attendons voir ceux qui ont introduit de requêtes, celles qui pensent que la décision de la CENI n'était pas une décision correcte, qu'ils ont été victimes de manipulation ou quoi. Attendons voir ce que les cours et tribunaux, les juridictions en fait, décideront. Mais d'emblée, la honte, ce n'est pas seulement sur les femmes, même les hommes, c'est sur tout le monde, parce qu'il y avait même des professeurs d'université. Vous êtes une élite, hein, vous incarnez des valeurs. Comment les étudiants vont vous regarder? Bon, nous espérons qu'on pourra repêcher quelques-unes parmi elles si elles ont des preuves. Et pour terminer, madame, la CENI a récemment publié son calendrier. D'autres échéances sont programmées. Vous avez dénoncé le fait qu'il y a eu très peu de femmes lors des échéances passées. Pour les échéances qui arrivent, comment comptez-vous vous mobiliser pour rattraper le retard? Et ce sera notre conclusion. Oui, donc on ne s'avoue pas vaincu, on ne croise pas le bras. Il y a des élections au second degré, les gouverneurs, les sénateurs, mais il y a aussi des élections au niveau de la base, hein, des bourgmestres, des conseillers urbains. Nous allons continuer la lutte, nous allons continuer le plaidoyer, nous allons continuer la sensibilisation. Même celles qui, à un certain niveau, n'ont pas été élues, les candidats ou candidates malheureux, malheureuses comme on les appelle, mais moi je dis, ils ne sont pas candidats malheureux, ils ont appris quelque chose, ils ont acquis une expérience. Là-bas aussi, le profil doit beaucoup jouer, les critères de choix. Évidemment. Et moi, j'ai dit que nous allons continuer à pousser celles-là, celles qui peuvent en tout cas se voir élues comme gouverneurs. Ça sera une façon de remonter un peu la barre du taux des femmes qui sont élues. Et celles qui peuvent se retrouver aussi élues comme sénateurs, ou sénatrices plutôt, ça sera une bonne chose. Et moi, je continue à dire aux femmes qu'on ne doit pas se décourager, qu'on ne doit pas lâcher prise. C'est un combat. On a peut-être perdu, on peut se dire, on a perdu une guerre, un combat. On a perdu un combat, mais pas toute la bataille, pas toute la guerre. Et le combat pour les droits, c'est une lutte de longue haleine. Lia Otonda. Donc, si tu t'es dit, comme j'ai échoué cette fois-ci, j'ai lâché prise et on t'oublie. J'aime beaucoup l'histoire d'Abraham Lincoln, qui est aujourd'hui regardé comme l'un des meilleurs présidents des États-Unis. Combien de fois il a échoué? Combien de fois il a essayé? Donc, nous, on ne lâche pas prise. Des petites victoires qui, au bout du compte, font une grande victoire. Et c'est le message que je lance aux femmes. Merci beaucoup, Madame Grasslula. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice intérimaire du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler processus électoral, mais également du profil des prochains collaborateurs du chef de l'État, notamment les membres du gouvernement et ses collaborateurs directs, notamment ses conseillers et autres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois de vous avoir sur ce plateau. Nous vous aurons prochainement, Dieu voulant. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Merci à Isabelle Mwengo, Miguel Mena. N'oubliez pas le rendez-vous. C'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Quel
profil pour les prochains collaborateurs du chef de l'État. Qu'est-ce que le peuple congolais doit attendre des députés nationaux? Une femme peut-elle jouer le rôle d'un formateur en vue de la coalition majoritaire? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Grace Lula, coordonnatrice ad intérim de CAFCO. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Pour tout contact, appelez au 099 790 93 22.